Bagarre, bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut J. Salut les gars. Vous l'avez reconnu, le Dana Black. Et là, salut Dana Malik. Black. Salut, salut tout le monde. Merci de nous recevoir, parce que du coup là on s'est déplacé chez toi. Donc on va parler un peu de tout ça, parler un peu d'où on est, parler de l'homme, du coach, de l'entrepreneur, du présentateur, du passionné de MMA, du passionné de mots, d'art, parce qu'on sait aussi que t'écris des chansons, t'écris de la musique. On sait pas où tu trouves le temps de tout faire. Alors quand t'écris, je lève mon verre à toutes les choses que j'ai pas faites. Qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai un pote qui m'a dit, je crois que la seule chose que t'as pas fait toi, c'est vendre des organes. Et là tu lui as dit pas encore. Mais ouais, non, c'est vrai, pas encore. Non, je plaisante. Mais il y a une phrase qui dit, quand on sait pas tout, on sait rien. Et c'est un peu dans ce même délire-là. En fait, la vie c'est un terrain de jeu. Faut essayer des choses. Alors tant que ça reste dans le respect et qu'il y a du plaisir dedans, du kiff, on y va. Après, il y a des choses qui me passionnent. Les sports de combat, l'entrepreneuriat, la musique. C'est des choses vers lesquelles je peux aller naturellement sans que je me dise « Ah, je suis en train de me fatiguer ou quoi ». Donc voilà. Donc c'est plus une phrase d'espoir que de regret, quoi. Ouais, bien Ok. sûr. Bien sûr. Vas-y, on attaque ton vif. Allez, vas-y, on va là. Il faut parler de bagarre. Tu nous reçois, effectivement, au lendemain d'un combat d'un de tes élèves qui s'est soldé par une défaite. Comment, justement, tu abordes cette relation élève-coach et surtout dans des moments difficiles comme celui que vous avez vécu récemment? Alors c'est vrai que depuis quelques années, j'ai envie de dire, on est dans une dynamique positive. Alors on n'a pas que des perfects, hein. Mais c'est un moment que j'appréhendais, mais c'est un moment par lequel on doit passer quand on est coach, quand on est quand on dirige une équipe, et quand on est responsable de certains combattants. C'est un moment par lequel on doit passer. Et c'était une situation à laquelle j'avais jamais été exposé. Donc en amont, voilà, il y avait pas mal de réflexions de ma part. J'étais stressé, bien sûr, parce que on veut le bien de son élève, on Bien veut sûr, le bien de son équipe, on veut le bien, on veut réussir, en tout cas, on veut faire les choses bien. On savait qu'en face, il y avait un défi, il y avait un vrai défi. Théo Ulrich, c'était pas le premier venu. Mais on croyait en nous, on croyait en nos chances. Sinon, jamais de la vie, Oui, t'aurais accepté, j'aurais accepté ce combat. C'est vraiment, il y avait une possibilité de battre Théo. Il fallait se fier du moins à la stratégie. Enfin, dans ma vision, c'était ça. Il fallait se fier à la stratégie. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Et de là, bah, y a une autre réflexion. Donc, quoi qu'il en soit, cet événement-là, ce combat, ça a été difficile. C'est vraiment été un combat difficile. Alors oui, Rémi, il a gagné le cœur du public, certainement. C'est clair que le cœur, il a montré du cœur. De belles choses. Ça, c'est des choses... Moi, j'étais au courant, je savais de quoi il était capable. Rémi. Je savais que ce combat-là, pour finir Rémi, il faut le tuer. Ouais. Il faut le tuer. Mais c'est dur. C'est dur comme pour un coach. C'est dur. Rémi, il a commencé le MMA avec moi. On a eu pas mal de réussites. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un cas où, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Et maintenant, on va apprendre à travailler là-dessus, se dire des choses. Moi, en tant que coach, en tant que proche aussi de Rémi, on va se dire certaines choses. Et puis, on va rebondir et on va aller chercher cette victoire qu'on était censé prendre à l'Hexagone. Oui. Mais je suis pressé, en tout cas, de pouvoir passer à l'étape suivante, de ne pas rester sur ça, en fait. C'est passé. Ça aurait été une victoire, ça aurait été la même chose. On aurait pris ce qu'il fallait prendre de cette victoire et on aurait avancé. On aurait avancé, tout simplement. Tu capitalises pas de la même façon. Pourtant, tu as déjà connu la défaite Bien sûr. avec des amateurs. Alors, c'est quoi la différence de perdre avec un professionnel et avec un amateur? Les attentes, quand on est combattant professionnel, surtout sur un combat comme ça, sur un événement tel que Hexagone MMA, où on est au Zénith de Paris, il faut voir, pour Rémi ou même pour nous, pour le club,
Rémi, c'est notre premier combattant pro. Il va combattre au Zénith de Paris, en main card. Et d'ailleurs, votre public était présent parce que, pour d'arrêter, en dehors de Greg MMA, je pense que là où ça a crié le plus, c'est pour Rémi. Ouais, j'ai senti cette énergie-là. La team Fighting Beat, c'est une grosse famille et ils se déplacent. Quand Samba a combattu à Rennes, il y a eu un quart. Ouais, un quart. Ça déplace des foules. Voilà, on a déplacé des C'est foules. beau. Quand Modibo a combattu, c'était incroyable aussi. Donc ça fait partie aussi des forces de l'équipe. Ça n'a pas suffi. Enfin, voilà, quand on a combattu dans des pays où on ne parle pas notre langue et il n'y a personne qui vous soutient à part votre coach et peut-être les hommes de ménage qui sont là-bas, et de se retrouver au Zénith devant la France entière sur RMC, enfin voilà, le glow-up, comme on vient de dire, il est incroyable. Énorme, ouais. Donc il fallait être au rendez-vous, il fallait être présent à ce rendez-vous-là. Donc voilà, on apprend. Et moi je suis triste. C'est pas beau de voir son élève perdre dans ces conditions-là, mais j'essaie de voir le bon côté des choses. Et surtout, j'ai parlé avec Rémi. Il a l'air de le prendre bien. Rémi, c'est quelqu'un qui est toujours positif. Quelqu'un qui est toujours positif. Donc voilà, et je sais que lui aussi, il va avoir à cœur de montrer une meilleure facette de lui à son prochain combat. Si on revenons vraiment à ton rôle de coach, parce que depuis tout à l'heure tu dis nous, donc forcément c'est une team. Lorsque le combattant perd, on met l'accent sur le combattant parce que c'est lui qui est devant le public, dans les caméras, mais le coin perd aussi. Ce qui m'intéresse là, par exemple, sur cette question-là que je vais te poser, c'est toi, comment tu as vécu ta journée avant? Parce qu'on sait que lorsque tu es coach, il y a aussi de la fatigue. Alors, c'est pas la fatigue physique, c'est de l'influx nerveux. Tu parles d'influx nerveux. Est-ce que tu arrives fatigué? Ou est-ce que tu arrives frais mentalement? Est-ce que ces décisions qui vont être prises ensuite pendant le combat, ça joue aussi? Toi, comment tu as ressenti ta journée? Voilà. Non, la journée s'est bien passée. La veille aussi, la pesée. J'étais dans le sauna avec lui aussi. On a perdu le poids ensemble, entre guillemets. Donc la veille, ça s'est bien passé. On était plutôt détendus, lui aussi. La journée du combat, il faut préparer son petit pactage de coach aussi. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a des cutman. C'est qu'on ne doit pas se prendre la tête. Moi, est-ce que j'ai ça? Prends ta serviette. Penser à tous ces trucs-là. Donc, en termes d'organisation, c'est un peu plus simple. Moi, j'ai des petites fiches, des notes. Je note la stratégie. J'essaie de matérialiser tout ça, même si j'ai tout en tête. Mais c'est bien aussi de noter. Et donc voilà, je révise un peu mes fiches. On parle. On trouve un temps aussi, je demande au combattant de prendre un temps pour lui, de se concentrer, de visualiser. Mais le coup, le coup de mou, il vient toujours après le combat, quand je rentre. Quand ça redescend. Le lendemain, mais je dors comme un bébé, vraiment. Et cet influx nerveux, tout ça qui redescend, je le sens vraiment le soir même et le lendemain. Et c'est fou, en fait, l'état de fatigue dans lequel je suis après. Ouais. C'est quelque chose que... alors, je sais pas si c'est du stress ou quoi, mais c'est... Vraiment, ça me prend beaucoup de force. Beaucoup. C'est peut-être ce côté justement famille que vous avez su créer aussi, je pense à l'émotion. T'es pas qu'un professionnel, tu as aussi de l'affect, forcément, vis-à-vis de ton combattant, tu l'as dit tout à l'heure. Et il y a quelque chose que j'aurais rebondir, justement. Tu as dit, il a l'air de bien le prendre, de rebondir. Grosso modo, d'avoir la confiance en soi. Et toi, justement, qu'est-ce que tu fais? Parce que souvent, on dit, pour qu'un combattant puisse performer, il faut avoir de la confiance en soi. La confiance en soi, tu me dis si je me trompe, c'est on l'a pas naturellement, ça s'apprend. Surtout qu'on est combattant, c'est la répétition du mouvement, c'est positiver aussi, c'est encourager son combattant. Toi, comment tu leur donnes justement tous ces tips pour avoir la confiance en soi? Et derrière, lorsqu'il perd son combat-là, ou lorsque les amateurs perdent, ce qui n'est pas non plus évident pour eux, comment tu fais? Quel discours tu as? Quel type d'exercice tu mets à l'entraînement? Comment tu programmes le prochain combat pour justement redorer cette confiance en soi? Comme tu l'as dit, la confiance en soi, elle vient en pratiquant, elle vient en se testant. Je recommande, moi, à l'entraînement, à tous, en tout cas, de se tester vraiment, de se retrouver dans des conditions
comme si vous étiez en combat, d'aller chercher cette brûlure, entre guillemets. Là. Il faut que l'entraînement soit, en tout cas l'entraînement, les phases de combat, les phases de sparring, les thèmes, vous devez vous retrouver dans une situation qui est proche de celle du combat. Pour pas que ça soit une surprise le jour du combat, de se dire, mais en fait, c'est pas comme ça. Sport, c'est pas comme ça. C'est pas ce que je... C'est ça le MMA, en fait. Il y a ça, il y a des mots aussi. Alors, je le vois avec le recul. Moi, c'est des choses qui me faisaient plaisir. À l'époque, on faisait les gammes et tout. Quand ton coach, Nicolas Herrero, qui était mon coach en anglaise, quand Cyril Diabaté, qui était mon coach en MMA, genre me regardait, me disait ça c'est bien et tout. Tu rentres chez toi, tu te dis c'est bon, il m'a parlé, il m'a dit des trucs. Tu vois, Cyril, il m'a dit c'est bien. Il m'a dit que c'était bien. Donc ça, c'est des choses qui peuvent donner confiance. C'est des choses aussi que j'essaie de faire à la salle. Alors, c'est pas juste tiens un peu de poudre de confiance et tout. C'est de le regarder, de parler, prendre le temps, dire voilà, ça c'est bien, et d'insister, ça c'est bien et tout. De montrer de l'intérêt aussi, montrer un peu d'intérêt. J'essaie de montrer de l'intérêt à tout le monde. À partir du moment où quelqu'un quitte ses préoccupations et signe dans mon club, c'est pas parce qu'il n'est pas compétiteur qu'on va pas le regarder ou qu'on va pas lui porter de l'intérêt et tout. Et ça fait partie aussi de ma boîte à outils pédagogique. Il faut montrer de l'intérêt à tout le monde. Tu sais pas, en fait, peut-être que cette personne-là, elle va devenir peut-être un futur champion ou championne, on ne sait pas. Pour parler de Rémi, il a commencé, lui c'était un bodybuilder, il faisait de la muscu. D'accord. D'où les cuisses. Grosses cuisses, gros bras. Voilà. C'était il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est notre premier combattant pro. Alors, tout est perfectible encore. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y en a vu des gars qui sont venus plein de potentiel et qui ont pas. Oui, qui ont lâché parce que. Ils étaient bons, mais. Oui. Je vais pas dire non, mais c'était bon, tu les voyais, c'est bon. C'est une future pépite. Future pépite. Et puis du jour au lendemain, tu le vois plus. Du jour au lendemain, les mecs, ils arrêtent. Voilà, c'est pas. Il y a une chose aussi en tant que coach qu'on m'a dit, et que je me répète aussi, et ça m'a déchargé de beaucoup de choses. Le coach ne peut pas le vouloir plus que l'élève. Question pas d'envie. à moi d'appeler les gens pour leur dire viens t'entraîner. C'est pas à moi de leur dire les gars, il y a entraînement à telle heure et tout, faut venir. Si la personne, elle veut s'entraîner, elle veut faire quelque chose, alors je dis pas que moi je suis le meilleur coach de la Terre, mais j'ai quelque chose, j'ai 2-3 connaissances, et peut-être qui peuvent être utiles si tu en as besoin. Mais elles sont là. C'est pas à moi de t'appeler, c'est pas à moi de faire des vidéos sur internet, ou de faire des rappels dans le groupe WhatsApp du club. Il y a entraînement, non. Nous on est là pour ceux qui veulent s'entraîner. Et ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Ceux qui viennent au club, ils ramènent de l'énergie, ils ramènent un bon esprit, ils ramènent leur personnalité au club. On essaie de ne pas faire des clones, on essaie de ne pas faire... Moi, j'aime beaucoup le striking, mais la majorité des gars, je les envoie beaucoup faire du grappes, parce que, voilà, vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous, mais voilà, on est sur des concepts, on est sur des savoirs qui doivent bénéficier à tout le monde, au plus grand nombre. Et grâce à ça, j'ai l'impression que chacun arrive à devenir un peu qui il veut être, qui doit être aussi, au travers de ses aptitudes techniques, physiques et mentales. Et comment tu te découvres l'âme d'un coach? Parce qu'on voit que c'est beaucoup d'implication, beaucoup de temps, beaucoup d'implication aussi de ta personne intrinsèquement. Qu'est-ce qui te pousse à devenir coach et à te dire... J'ai envie de rendre un peu de ce que ce sport m'a donné. On peut simplement le resituer dans le temps, parce que c'est intéressant, je trouve. Tu deviens coach alors que tu es encore combattant et tu es à la Hatch en tant que combattant. J'étais coach au moment où j'ai changé de club, j'étais à la Snake Team, et c'est là que j'ai monté Fighting Beat. Alors je donnais pas mal de cours déjà à l'époque, à Épinay, et ça m'encourageait aussi de voir que les gens me disaient oh, c'est trop bien et tout. Et je dis, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai passé des diplômes. Alors, mon premier diplôme de coach, c'était l'instructeur et le prévôt. En boxe anglaise, c'était 2009. D'accord. Mon instructeur prévôt. Après, j'ai passé 2-3 autres formations. Après, j'ai commencé à BPGEPS. Après, j'ai fait différentes choses. Sur mon BPGEPS, je donnais des cours à la prison de Nanterre, au quartier des mineurs. D'accord. Là aussi, c'était sacré concept, sacré concept, Et ce projet-là, il a perduré un peu dans le temps. Je continue à donner des cours après là-bas.
Et puis parce que j'avais ce sentiment que ça pouvait aider des gens ou sauver des gens, tout comme moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Le coach aussi, c'est un chercheur. Moi, en tant que coach, je suis obligé je peux pas montrer une technique que je connais approximativement. Tu passes pourquoi tu es là, tu essaies de montrer des trucs. Ouais, ça marche pas vraiment. En fait. Non, ça marche pas. Non, en fait. Non, il fallait apprendre. Et en tant que coach, tu deviens meilleur aussi, je pense. Ouais, parce que c'est beaucoup de remise en question quand même, bien sûr, d'être coach. Quoi. Et de pas se dire et d'aller dans d'autres salles, d'aller dans d'autres clubs, se dire apprendre, en fait, dire vas-y, même si j'avais un peu de bagage en grappe et tout, j'ai décidé de remettre tout à zéro, de me relancer un peu dans le grappling, parce que je me trouvais extrêmement nul dans cette discipline. J'étais le nullard de service. Et j'ai appris aux côtés notamment de Fabien Brochetel, prof de l'UTA, qui était élève de Flavio. Et ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. D'accord. Sur plein de trucs. Et à tel point que j'ai fait du grappling, j'ai fait de la compétition, j'ai fait vice-champion de France une fois. Je dis, waouh, c'est trop bien en fait. Et maintenant, je continue aussi, j'essaie de continuer dans cette voie-là. Le savoir, il est partout. Il faut aller le chercher, le trouver. Il y a des gens qui ont des bonnes... des bonnes techniques et des pédagogies aussi qui peuvent coller aux autres avec moi. Voilà, là, en tout cas, en ce qui concerne le sol, je travaille à la MK Team, avec Calesco et avec Mako. Et c'est pas mal le niveau. Ça va. Je crois que c'est l'être humain de moins de 1m80 le plus fort de la Terre quand il met un kimono. Non, c'est ouf. C'est ouf le niveau. Et puis, il y a une bonne ambiance et ça aussi, c'est important. Pour toi, ce serait quoi les 3 qualités nécessaires pour être un coach? Un bon coach. Parce qu'être coach... C'est une question de fou, ça. Mais un bon coach. Il n'y a que des questions de fou. J'aurais une question après pour les combattants. Alors, pour être un bon coach, avoir une connaissance, déjà avoir la connaissance dans son domaine, même s'il est coach de direct du bras avant, si t'es coach de direct du bras avant, jab. Et voilà, coach ça, c'est une bonne étiquette. Voilà, il faut connaître. Si tu connais pas... c'est pas simple de donner un jab. Hein. Donc, voilà, quand j'étais à Cuba, parce que j'étais à Cuba, apprendre un peu... Ça, c'était un kiff aussi, un rêve de boxeur, de jeune boxeur, d'aller à Cuba faire de la boxe. Il y avait pour un jab, il y avait peut-être 17 façons de placer un jab. D'accord. Entre le jab classique, le step jab, le jab en reculant, le jab en décalage et tout. Et ils font des trucs de malade. Donc, tu vois, juste là, voilà, il faut une connaissance pour pouvoir faire ça. Et il faut avoir de la connaissance, je pense. Il faut avoir le bon canal de communication. Au-delà de ça, il y en a qui ne savent pas forcément parler. Il y a des coachs qui viennent, ils ne maîtrisent pas la langue. Mais en termes de communication, quand il va te montrer les choses, tu vas comprendre. Et juste, il va te mimer le geste et tout. Et là, tu vas comprendre. Peut-être plus que quelqu'un qui va t'expliquer en bégayant ou avec des mots que tu connais pas. Ou quelqu'un qui va étaler et qui va tartiner. Alors moi, je sais, il va te donner des mots bizarres et tout, alors que des mots mi-brésiliens, mi-chinois, tu connais rien. Et juste, tu veux dire que voilà. Donc, avoir la bonne communication et puis savoir s'adapter aussi aux gens avec qui il est, à son public. J'ai donné des cours pour enfants, je donne les cours aux adultes, j'ai donné des cours à des délinquants, entre guillemets, en prison. Tu ne t'adresses pas à tout le monde de la même façon. De la même manière, effectivement. Il y a un vocabulaire que tu ne peux pas utiliser. Quand j'étais à la maison d'arrêt Nanterre, je ne peux pas dire ton adversaire, par exemple. Ouais. Non, ton partenaire et tout. Ici, on dit ton partenaire et tout, parce qu'il y avait déjà une réticence de la part des surveillants. On disait, vous allez apprendre à étrangler les gens et tout. Non, déjà, on n'apprenait même pas de soumission. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui doit faire partie de l'ADN du coach. Savoir comment est-ce qu'on communique avec les gens. Là, je te parlais tout à l'heure des combattants. En général, on vient faire du loisir. Lorsqu'on s'améliore, parfois on va se tester en tant qu'amateur et parfois on passe professionnel. Pour toi, quelles sont les 3 qualités nécessaires sans lesquelles tu ne peux pas faire passer quelqu'un en combattant
que ce soit amateur, professionnel. Par exemple, tu as Aldric qui dit, ce sont ces 3 qualités, en tout cas c'est ce qu'il a dit récemment, c'est il faut qu'il y ait une technicité minimum, c'est-à-dire qu'il faut que le combattant ait un panel, c'est-à-dire qu'il apprend très très vite et est capable de reproduire. Tu as le cardio, forcément il faut avoir un physique, cardio et tout ce qui va avec. Et enfin le dernier, ce serait peut-être le mental, non pas la détermination, parce que dans une cage ou dans un ring, il faut forcément l'avoir, mais plutôt ce fight IQ, tu vois, être capable de raisonner en dehors du coach et trouver la bonne solution pour combattre. Et toi, Daniel Voile nous en a donné d'autres, hein, mais toi, pourquoi tu as accepté par exemple que Rémi passe professionnel? Alors Rémi... Non mais les qualités. Ouais, les qualités, pour moi, les qualités, oui, quand je dis Rémi, parce que j'ai estimé qu'il avait ces qualités-là. Ces qualités-là, je rejoins Aldric, qui est pour moi aussi un excellent coach, un des meilleurs coachs qu'on puisse avoir ici en France. Oui, le côté technique, sans aller à la perfection. Moi, c'est pour ça que je parle de concepts. Certains concepts, voilà, t'as des gars, l'esthétique, même si on parle d'art martial, parfois c'est pas beau ce qu'ils font, mais c'est efficace. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ta technique est efficace? Déjà ça, technique et efficacité. Ensuite, oui, la condition physique, c'est super important. Et au-delà de ça, l'envie. Est-ce que vous avez envie de gagner? Le fight IQ, c'est pas quelque chose que tout le monde possède. Mais l'envie d'aller chercher la victoire, le but du jeu, hein, quand vous êtes dans la cage, c'est de gagner, d'arracher la tête s'il faut de votre adversaire. Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que quand tu seras face à des difficultés, que ce soit d'ordre de l'adversité en face de toi, que ce soit ton cardio, parce qu'au bout d'un moment, toutes ces choses-là peuvent, la barre d'énergie peut descendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu auras toujours envie à ce moment-là ou pas? Ça, est-ce que tu es prêt à aller au-delà de tout ça? Donc, le fight IQ, même si tu n'as plus envie, même si tu es un combattant intelligent, tu vas chercher des solutions à gauche, à droite. Peut-être qu'il faut laisser traîner un bras. Vas-y, prends mon bras. Prends mon bras. Soumets-moi comme ça, je n'aurai pas l'air... Ok, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais pour moi c'est ça, c'est l'envie d'aller au bout des choses. Tu veux encore approfondir sur le coach? Oui, après, voilà, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, forcément. On dit qu'un club, c'est souvent l'image du coach. Voilà, parce que tu vois, dans certaines salles, tu l'as dit toi-même, hein, on l'a tous pratiqué. On a des salles où on rentre, c'est l'abattoir, c'est la guerre. Tu rentres, le coach, vas-y, on y va. Premier cours, on est sur le ring, on se cogne. Pas de casse, pas de protection, on y va, c'est la guerre. Évitez ces cours-là, les gars. Fighting beat. Partout, on le disait tout à l'heure, il y a des quarts. On voit, c'est un esprit de famille. J'ai discuté aujourd'hui avec un de ses anciens élèves, qui compte revenir d'ailleurs, qui me disait, ouais, c'est la famille là-bas. C'est-à-dire que même je n'y suis plus, ça me manque. Je suis dans un autre club, le club est très bien où je suis là, aujourd'hui, ça se passe très bien, mais c'est pas pareil, il y a une ambiance. On a parlé avec Samba, pareil, c'est la famille, on essaie de progresser. Tu le disais, au Zénith, en dehors de Greg, parce que tout le monde est venu voir Greg, c'était de l'affiche, on entendait Rémi partout, ça gueulait, etc. C'est quoi? Comment tu fais pour créer cet esprit de famille qui est très important? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est un esprit de famille, c'est-à-dire que si tu viens pas, les mecs ils vont t'appeler, ils vont dire, t'étais où aujourd'hui, pourquoi t'es pas venu? Et quand tu vas pas bien, on va t'aider. Comment t'as fait pour créer cet esprit de famille au Fighting Beat? Je sais pas s'il y a une formule secrète, je sais pas. J'ai ma famille, voilà, j'ai ma famille au sens propre. Et Fighting Beat, c'est quelque chose que j'ai créé aussi quand, comme on dit, des fois on ne choisit pas sa famille. Mes enfants n'ont pas choisi. Mais voilà, la famille de la bagarre. La bagarre, ça crée des liens. Ça crée des amitiés. Il y a des gens à qui j'aurais jamais parlé s'ils n'avaient pas été membres du club. Il y a des gens qui ne se seraient jamais parlé aussi s'ils n'avaient pas été dans le club. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Tout ça, c'est des choses qui viennent au fil des rencontres. Je ne vais pas vous dire que moi, j'ai fait exprès. Je me suis dit que j'ai mis un peu de moi dedans. Peut-être que je suis
altruiste, peut-être que je pense aux autres. Franchement, je sais pas. Mais il y a aussi l'entourage, des gens qui ont fait que ce club, il tienne. Je pense notamment à Benoît. À l'époque, on était là, c'est mon frérot Benoît de Coco. Il faisait plein de trucs à côté. Il a laissé beaucoup de ce qu'il faisait à côté et pour m'apporter son aide, son soutien. Il a cru au projet. On était 2-3 par cours. D'accord. Et aujourd'hui, il est toujours là. Il donne des cours. Donc, le fait qu'il y ait des gens qui croient aussi au projet, qui croient en moi, ça fait partie aussi de ce truc-là. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont venus, des gens qui se déplacent de loin. Je pense à Enoch aussi. Pourtant, lui, il a dit, ouais, votre sport bizarre, vous frottez, jamais j'en ferai. Mais là, il vient de loin à vélo. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de Paris en transport en commun pour pratiquer le sport. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je me dis qu'on ne fait pas ça pour rien, en fait. On fait pas ça pour rien. Et si eux, ils quittent là où ils sont pour venir au club, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Et j'espère, en tout cas, leur rendre de par même un échange, un mot, on discute et tout. Peut-être qu'ils ne feront jamais de compétition, peut-être qu'ils ne feront jamais de trucs. Mais voilà, comme je dis, si on peut changer des vies, influencer des gens dans le bon sens, le sport, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. On rencontre des gens, on voyage, on est là aujourd'hui avec vous. C'est juste parce qu'un jour, j'ai dit, je vais faire du MMA. Faire du MMA, j'ai pas lâché. Et je vais arrêter de manger tous les sandwichs du monde. Et je vais passer de 114 kilos à 77 kilos. Tout ça. Ouais, t'es plus dans les 84 là. 86. Mais là, tu parles de. Effectivement, tu dresses un tableau presque idyllique. Tu parles des bons côtés, des gens qui te soutiennent, qui ont toujours été là pour toi. Et aussi le revers de la médaille. Tu t'investis beaucoup parfois pour des gens. On disait au début ou peut-être en off, je sais plus. Tu t'investis, tu passes des heures, tu passes des jours, des semaines à leur préparer des choses. Et du jour au lendemain, ils ne viennent plus. Ouais. Il y en a qui te tournent le dos. Comment tu fais pour toujours rester motivé dans ces moments-là ? Je suis là pour ceux qui veulent rester. Je suis là pour ceux qui sont là, ceux qui veulent partir. T'imagines ? Il y en a qui... Nous, on fait de notre mieux, et il y en a qui en font qu'à leur tête. Et ces gens-là, tu peux pas, à la limite, tu peux pas leur vouloir. S'ils estiment que tu n'es plus en mesure de leur apporter ce dont ils ont besoin, eh ben, tant mieux si ces gens-là ils prennent la décision de passer à autre chose. Mais parmi ces gens-là, ceux qui avaient des attentes, des high hopes, comme disent les Carrés, où ils sont aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font rien. En fait. Qui font plus rien. Qui font rien. En tout cas, oui, qui font d'autres choses. Parlant, ils font autre chose. Ils font autre chose. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ils avaient des attentes, il y avait des trucs. Malheureusement pour eux, malheureusement pour nous, peut-être aussi, on n'a pas su les garder ou faire ce qu'il fallait pour qu'ils restent. Mais l'objectif de l'équipe, l'objectif du coach, en tout cas, là, je me place dans ma posture de coach et je suis pas là pour les insatisfaire, en fait. Je suis pas là pour satisfaire ceux qui ont toujours quelque chose à dire. Ouais, ça c'est la parole. Te battre pour ouais, toi oui, mais moi je veux ça, j'aimerais que... Ok, moi je propose ça. T'es obligé au bout d'un moment, obligé de faire ça parce que sinon ta tête elle va regarder à droite, à gauche et tu vas chercher à plaire à tout le monde. Non, il y a un truc, si vous voulez suivre ce courant-là, il y a aucun combattant qui est plus grand que l'équipe. Ça c'est ça aussi c'est Fighting Beat. Vous représentez Fighting Beat. Moi-même, je représente Fighting Beat. Et Fighting Beat, c'est plus grand que moi. Et je ne vais pas perdre mon énergie pour des gens qui veulent faire leurs petits trucs de leur côté et tout, et qui sont pas... qui roulent pas pour l'équipe. C'est pas que ça soit nul de faire ça. C'est juste que c'est une ligne éditoriale. Voilà, on est un magazine, un journal, c'est ma ligne éditoriale. Pour moi, c'est on roule pour l'équipe et parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que l'équipe. Ouais, ça, c'est la parole du sage. Et effectivement, aussi, c'est dur en tant que coach de gérer les égos, surtout dans un sport de combat. Ouais. Mais pour faire un parallèle, je ne sais pas s'il sera bon ou pas, parce que moi, je ne connais rien au foot. Mais si tu as un Mbappé, par exemple, un jour dans ton club, ça veut dire que tu ne vas pas le faire briller plus qu'un autre. Alors, c'est pas une question de brillance, c'est qu'on va lui
on va essayer de lui apporter le maximum. Le maximum. Là, en ce moment, il y a Samba qui rayonne. Oui. D'un point de vue extérieur, certains peuvent se dire oui, mais Samba, on dirait qu'on met plus le focus sur lui. Oui, en avant. Ce qui parle avant tout, ce sont les résultats de Samba. C'est ce que Samba a réussi à faire. Avec ce qu'on lui a proposé. Maintenant, plus il va avancer, peut-être, oui, bien sûr, il va avoir besoin de choses et tout, mais au bout d'un moment, si moi je sens que je suis pas capable de pouvoir driver tout ça, et j'en ai déjà parlé à Samba, je dis bon Samba, je vais t'orienter vers telle ou telle personne. Cette personne-là va pouvoir te faire prendre tel point de XP, l'autre personne va te prendre tel point de cardio, cette personne va te prendre tel point, et là je vais l'envoyer quelque part, où il va se rendre compte que ah ouais, mais finalement la vie de combattant c'est dur, mais c'est un kiff. Donc ça c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire. Si je me permets, c'est que nous on a connu d'autres coachs avec des grosses salles, des grosses structures, des gros égos ici, qui ne sont pas prêts à voir leurs combattants aller prendre l'expérience ailleurs, aller tourner ailleurs. Et toi, tu es prêt à t'aider à ton côté. Tu es assez humble, finalement, pour dire ouais, je ne connais pas tout, et finalement, tu peux aller progresser, même si tu l'aiguilles forcément vers des gens que tu connais. Ça reste sous ma direction. Ça reste sous ma direction, ça reste dans mon cadre. Je dis voilà, il y a ça. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Pour l'instant, fais ça. Et voilà. Après aussi, il est jeune. Et donc, je serais peut-être plus vigilant sur ces trucs-là. Après, quand tu as affaire à des adultes, tu peux pas leur dire rentrer dans leur vie, comporte-toi comme s'il avait 17 ans, lui dire tu peux le conseiller, tu peux l'orienter, mais tu vas pas faire les choix à sa place. Maintenant, quand tu fais ces choix et qu'il y a des conséquences derrière, et ben après, on en discute. Et là, on voit, alors, moi, je t'avais plutôt recommandé ça, qu'est-ce que tu en penses et tout. Le tout, c'est discuter, parce que dans le fond, dans 10 ans, tout ça, ça sera fini. Oui. Ou ça sera l'UFC en train de soulever... Ouais, ça sera autre chose. L'UFC, c'est des ceintures, c'est pas des trophées. Non, mais dans 10 ans, on a dit. Dans 10 ans, c'est vrai. De toute façon, oui, c'est que des ceintures. Mais pour revenir à quelque chose là que tu viens de dire, imaginons que demain, tu as un combattant. Là, c'est vraiment une hypothèse d'école de la bagarre que je viens de créer. Donc, demain, tu as un combattant qui a un agent. Ça arrive souvent, c'est pas forcément les clubs qui gèrent, c'est ça la différence avec le combattant professionnel. Il vient, l'agent a signé un contrat, tel orga contre tel combattant. Toi, tu vois le truc, tu fais wow, le bourbier, mais où est-ce que tu vas? Mais son agent a signé et finalement, tu n'es que coach. Est-ce que tu le suis parce que tu dis je vais pas te laisser partir tout seul à la guerre, ou est-ce que tu dis écoute, moi c'est une connerie, mais j'ai signé. Normalement, alors, il faut savoir aussi, pour le moment, le métier de manager, c'est un vrai métier, c'est un vrai job. Le coach, moi je suis coach. En vrai, je manage mes combattants amateurs et tout, parce que voilà, et puis en même temps, je continue, j'apprends aussi le métier de coach. Là, c'est en train de bouger. Il y a 5 ans déjà, on n'était pas là. Il y a 2 ans même, on n'était même pas là. Donc les orgas qui t'appellent, qui ci, qui ça, qui c'est toi aussi, tu commences à rentrer dans le jeu. Tu commences à être sollicité par les orgas. Voilà, je sais. Le premier combat, c'était en 2008. Il s'en est passé des choses. J'ai vu, j'ai accompagné des gars partout, Bellator, UFC, tout ça. Donc je sais un peu comment ça va. Je connais aussi un peu les coulisses du truc. J'ai pas la prétention de dire que je suis un manager avec une structure de management. Pour ça que je fais ça à mon petit niveau. En tout cas, au bout d'un moment, je sais que je vais devoir m'associer ou faire alliance avec une structure de management, parce que avant tout, ce qu'on cherche, c'est l'intérêt du combattant et pas l'intérêt du coach. L'intérêt du coach, si le combattant il est bien, s'il est enthousiaste, s'il est bien aiguillé dans ce cadre-là, s'il gagne bien sa vie, pourquoi est-ce qu'il est... Enfin, tant mieux pour lui. Et c'est l'objectif. Quand on fait ce sport difficile, c'est de pouvoir changer sa condition et de se mettre dans un vrai truc. Maintenant, s'il signe un contrat pour un combat bourbier de lui-même, il va falloir assumer maintenant. On va se préparer. T'as signé, on va se préparer pour. Tu le suis. Bah oui. Même si tu sais que c'est un vrai bourbier, qu'à la fin... Je le suis. Je le suis. Esprit de famille, quoi. Toujours, on lâche pas. Ouais, on va y aller. Il y a des discussions difficiles qu'on risque d'avoir, mais on va y aller et puis on verra après. Et tu verras que si je t'ai dit de ne pas faire ça, c'est qu'il y avait des raisons derrière. Il y a des raisons derrière. Maintenant, si la leçon que tu dois apprendre,
elle doit être salée, piquante, amère, et ben, voilà. L'apprentissage par Voilà, l'expérience. mais sans blâmer les gens. Alors, ça paraît peut-être idyllique, lui, fleurs bleues, tout ça. Mais en vrai, vraiment, si tu mets tout à plat, c'est que ça reste que... C'est comme du taf, en fait. Ça reste un taf. On parle de jouer sa vie, des fois, mais si on jouait vraiment notre vie à rentrer dans une cage, franchement, ça serait différent, ce serait dramatique de se dire qu'on rentre dans la cage et on va jouer notre vie. C'est un sport dangereux. C'est pas l'UFC de l'époque. C'est un sport intense. Alors, dangereux. C'est un sport intense. C'est un sport de contact. C'est un sport avec des techniques violentes. Mais on ne joue pas notre vie. Et ça te permet de relativiser, déjà. Ça te permet de relativiser. Ça doit être une célébration que de rentrer dans une cage. Moi, ce que je dis aux gars, c'est la fête. Vous allez dans une cage, c'est la fête. Profitez de ce moment-là. Il y a des gens, ils n'auront jamais le quart de tiers de l'atome de votre courage pour aller faire ce que vous faites là. Montrez qui vous êtes. Allez-y, brillez ce soir. Soyez beaux. Et les photos, les trucs que vous allez avoir, c'est pour toute votre vie. Même vous avez perdu. Vous rentrez chez vous, regardez. Ouais, bah, je fais ça. En plus, en ce moment, à l'heure des réseaux, l'image et tout. Ouais. C'est bon. Tu seras toujours bien vu. Justement, une question par rapport au réseau. Trash talk ou pas trash talk pour toi? Franchement, j'ai envie de te dire, ça dépend. Moi, en tout cas, je recommande pas aux gens de faire du trash talk. D'accord. Maintenant, si quelqu'un te cherche avec des mots, bah, réponds-lui avec des mots. Si quelqu'un te cherche avec des coups, réponds-lui avec des coups. C'est tout. Mais est-ce que le trash talking, lorsque c'est pas dans ta personnalité, est-ce que ça te bouffe pas de l'énergie? Est-ce que ça rentre, il y a des gens. Est-ce que ça te rentre pas dans la tête, tu vois, et finalement ça te déjoue, tu vois, ça déjoue ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, t'es pas comme ça. L'autre il trash talk, on va te dire vas-y aussi, toi tu te forces ou si c'est pas dans ta personnalité, franchement je recommande pas. Ouais. Parce que les mecs ils vont rentrer dans ta tête. C'est ça. Et toi tu vas être focus sur eux alors qu'eux ils sont focus sur la victoire. Ils sont un moyen de te déstabiliser pour gagner. Toi tu vas être focus sur eux. Au lieu de rester concentré sur ton combat et tout. Donc non, si c'est pas dans ta personnalité. Après si toi t'aimes, si t'es fort en trash talk. Voilà, si c'est ton truc, let's go, vas-y, jouez. Et puis les gens aiment ça. N'oublions pas aussi que l'UFC est une société de divertissement. Les gens, ils viennent voir des combats. Il y a la moitié des gens qui font ça, ils pratiquent même pas. C'est pour eux, c'est comme un spectacle. Tout à fait. Alors un spectacle, nous, voilà, on met du temps, on investit de l'argent, on investit une partie de notre santé physique, hein, mais c'est et mentale, santé physique et mentale. Mais à la fin, voilà, ça reste quand même un spectacle. Mais justement, par rapport à ce que disait Jugi, aujourd'hui, et par rapport à ce que tu disais aussi, est-ce qu'aujourd'hui, si tu veux réussir dans le MMA très vite, comme dans le sport combat, si tu n'as pas du trash talking, tu ne peux pas réussir. Regarde, Benoît, il a performé, il n'y a rien à dire à l'UFC depuis qu'il a. Mais il a un phrasé qui a changé par rapport à un peu avant. Tu as Morgan, Charrière, qui a combattu tout de suite. Comme l'UFC, bam, il a envoyé du débit, c'est parti. T'as un Chimaev, on a vu son ascension, c'est aussi parce qu'il y a eu trash talking. Doumbé, on n'en parle même pas. Ça fait partie de leur personnalité. Doumbé était comme ça avant d'être connu. Tout à fait. Morgan, pour ceux qui connaissent Morgan, dans ses vidéos Retour UFC, il était déjà comme ça. Il était déjà, pour lui, il y était déjà. Il a dit, moi, je vais aller là-bas. Donc, il était déjà habité par ça. Benoît Saint-Denis, il est arrivé timidement. Mais personne, déjà, on ne lui donnait même pas la parole. Quand je lui avais donné le micro, c'est là il a dit. Il a dit, mais moi, personne ne tient 3 rounds avec moi. Et il a tenu ses trucs. Mais avant, personne ne lui donnait la parole. Le mec, il s'entraîne dur. Parce qu'il veut être capable de se positionner derrière ses mots. Donc, ça aussi, ça fait partie du truc. Quand tu es Chimaev, tu désinfectes les gens avec une lutte, tu soulèves les gens, tu parles au patron et tout. T'imagines? Tu peux te targuer de... Mais la majorité des combattants à l'UFC, ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Pourtant, ils ont... je te dis ça parce que je regarde des combats tous les week-ends. Et tu commentes. Et je commente, ouais. Mais ils sont pas... La majorité des combattants, ils parlent pas comme ça. Donc, oui, alors, pour être une star, tu rajoutes un peu de trash talking et tout, mais
Anderson Silva, il n'a pas eu besoin de ça. Georges Saint-Pierre, il n'a pas eu besoin de ça. Après, on parle d'une autre époque. C'est notre époque, C'est notre époque. Aujourd'hui, oui, McGregor brille parce que c'est les gens aiment ça aussi. Donc, on est dans l'ère du divertissement et oui, les gens aiment ça. Donc, après, il y a toujours quand même du trash talk. Sur boxe. Hein. Ouais. La boxe, il y a beaucoup de trash talking. Tu vois, quand tu dis JSP, il y avait Ned Diaz qui trash talkait beaucoup. Oui. Silva, il y avait Chael Sonnen qui le trash talkait beaucoup aussi. Il y a toujours eu le pendant de. C'était le antagoniste. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a remarqué qu'en France, à chaque fois qu'il y a eu un intérêt certain du public, ça a souvent été un combat entre Français, ce qui peut se comprendre. Tu as eu justement Damien Lapillus contre Amin Ayoub. Et pareil, tu vois, il y a eu ces clashs, il y a de la tension, tu vois. Le bout contre Amoussou, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Mais voilà, et là, on a Doumbé face à Jordan et maintenant face à Maki. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu justement ce trash talking, etc. Et ça a amené beaucoup de public, ça a amené beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le public français est friand, surtout les jeunes. Ouais. C'est une des recettes du succès. Maintenant, même les orgas, les petites orgas amateurs, ils cherchent des histoires à raconter. On cherche des histoires à raconter, un tel contre un tel et tout. C'est pour ça qu'on fait parler les gars. Mais ça fait partie des règles du jeu. Tant que ça reste... Heureusement, on n'a jamais eu de mecs qui se sont fait tirer dessus à la fin du gala. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Bon, ils se font allumer. Donc ça reste. Les gens, ils sont ok, le public, il est là, mais c'est bon. C'est quoi que je dis, c'est du sport, tranquille, les gars. Donc trash talker si vous voulez. À la fin des combats, c'est souvent une accolade, un bisou. Même Amine et Damien sont check à la fin du combat. Respect. Ils ont même fait un combat en grappling après. C'est cool, respect. Ça reste du sport. Ouais, ça reste du sport. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'ai une question là, qui me taraude depuis longtemps. D'où vient ton côté perfectionniste? Parce qu'on le rappelle. Donc là, on est chez The Cut Barbershop. Donc c'est chez toi. Tu nous reçois chez toi. Dis-nous un peu où ça se trouve et comment tu as voulu créer ça. Et après, je poserai ma question. Alors, The Cut Barber & Shop, c'est mon barbershop, c'est mon salon de coiffure. Ouais. Merci de nous recevoir. Moi, j'étais à New York. Ouais, c'est pas, vous n'êtes pas concernés. Non, vous avez la barre. Vraiment pas. On s'occupe de tout le monde. Il n'y a pas de discrimination ici. C'est à Rueil d'ailleurs. À Rueil-Malmaison. Hein. Non, en plus, on a un bel espace. Comme je disais, moi, en 2001, j'étais à New York, septembre 2001. Je suis rentré t'as le nez, toi. Août, septembre 2001. Monsieur le nez creux. Et j'avais un tonton à moi là-bas qui avait un salon de coiffure. Et d'accord. Ce qui m'a énormément plu, c'était le fait de rencontrer un tas de personnes là-bas. D'accord. Les gens qui arrivaient à l'époque, il y avait les CD, les bootlegs. Là. Ouais. C'est des mecs qui vendaient des films, des disques, des albums je sais plus quel album d'Alicia Keys qui sortait à l'époque, qui n'était même pas sorti. Eux, ils l'avaient déjà. Des gens venaient, ils vendaient la nourriture dans le salon. Il y avait une certaine vie, un peu comme dans le film Barbershop. Et puis c'est un peu l'histoire d'une salle de sport, quoi. C'est ça. C'est un prétexte à la rencontre, c'est un lieu de rencontre ici. Donc moi, ça c'est un truc que j'avais en tête depuis 2001, ça m'avait marqué. Ensuite, comme beaucoup, depuis quelques années, j'allais chez le coiffeur, au barbeur et tout. Avant, j'étais comme vous. Je me coupais les cheveux à la tondeuse, boule à zéro. Et puis voilà, je dis pourquoi pas essayer une nouvelle coupe. Après, il fallait chez le barbeur, il fallait attendre je sais pas combien de temps. Ouais. C'était fatigant. Et voilà, chercher un endroit pour ça. Et puis il y a une opportunité qui s'est présentée. Et pourtant, je connaissais pas grand-chose. Hein. J'avais juste une idée en tête, une vision. Et voilà, j'ai poussé le truc à fond. Et ça fait 4 ans maintenant que le salon est ouvert et que ça fonctionne bien. Et je suis content. J'ai une belle équipe. Et voilà, on a survécu au Covid. Parce que voilà, j'ai ouvert en 2020, janvier 2020. Confinement. Mais j'ai envie de dire, c'était un beau cadeau dans un emballage dégueulasse. Ah oui? Si on t'avait présenté ça, t'aurais dit non, merci. Ouais. Mais dans le fond, putain, mais j'ai pu repenser le business, travailler différemment. Et aujourd'hui, je pense que ça m'a sauvé. Peut-être c'est servi, quoi. Donc là encore, c'était pas... c'était un mauvais truc, mais il y avait du bon dedans aussi. Alors ma question, c'était d'où vient cette persévérance? Parce que dans tout ce que tu entreprends, j'ai l'impression que tu vas au bout des choses.
Toi, tu disais tout à l'heure, tu as fait de la boxe anglaise, tu vas à Cuba, tu vas perfectionner ta bosse. Tu connais du grappling, tu reprends à zéro, tu vas chez Fabien, tu vas à la MK Team, tu vas jusqu'au bout. Il crée même le fameux. Tu vois en barbe. Ouais. T'as Boxing Experience Evolution, c'est ça aussi. T'as créé. Ouais. On y reviendra après si tu veux. Tu vois un barbeur, tu arrives en France, tu remportes le concept. T'aimes tellement grappling que tu crées roll-up, grappling à la soumission, ce qui est l'essence même du grappling, du gi-no-gi, du JB gi-no-gi. Et tu dis une phrase qui est « Désolé de ne pas avoir trouvé la solution ». Je pense que tu l'as trouvé, cette solution. Non, parce que c'est pas fini encore. Le jeu, il est pas... T'as pas terminé le jeu encore. J'ai pas terminé le jeu. Il me reste encore à monter dans la cage et aller chercher quelques victoires. Parce que ça, c'est quelque chose aussi... Alors, j'ai un palmarès qui est le mien. J'ai pas... Il me manque quelque chose, en tout cas. J'ai pas pu performer comme j'avais envie de performer. Au-delà des résultats, hein, je dis pas victoire ou pas, mais aller au bout de ça, en fait. Aller au bout de ça. D'accord. Donc, malgré tous les accomplissements, les à côté que t'as vraiment encore cette envie de... Moi, en fait. Là, ça va être pour moi. Alors, le roll-up, tout ça, c'est bien, c'est cool. C'est une façon aussi de s'entraîner à faire des choses, à montrer... parce que j'ai kiffé le grappling à un point où j'ai dit non, les gars qui s'entraînent, notamment à l'époque avec qui les frères Blue Mental et tout, je dis ces mecs-là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts et personne ne les connaît. Et j'aimais vraiment le grappling à tel point que on tournait, j'avais des tapis, je les mettais devant la mairie. Les gens ils venaient me voir et tout, mais qu'est-ce que vous faites? C'est du judo japonais? Je dis oui, judo japonais. Ouais. Et moi j'ai vraiment kiffé moi le grappling et le JJB. Et c'était une célébration en fait. Allez, on célèbre ça, le roll-up. Et on a fait 5 éditions du roll-up. Ensuite, pour des raisons de travaux, des trucs comme ça, on a mis ça en stand-by, mais ça va revenir. Et vous serez invités, les gars. Top. Et je répète, on sera invités parce que tu as dit doucement. Ouais, non, vous serez invités. Voilà. Et quand tu dis des victoires dans la cage, c'est-à-dire qu'en tant que coach, tu as envie de voir tes garçons performer, réussir. Tu te dis parce que j'ai pas gagné, j'ai pas eu la carrière que j'aurais dû avoir. Non, que j'aurais pu, après dû. C'est pas, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment. Mais voilà, j'ai pas de regrets par rapport à ce que j'ai pu faire. J'ai vécu des expériences de fou. J'ai vécu des trucs de fou. Ouais, mais t'avais peut-être pas cette... quand je dis ça, t'avais peut-être pas cette maturité, ce recul que t'as eu aujourd'hui. C'est pas une question d'envie, c'est peut-être simplement l'expérience de la vie, des choses qui ont fait que t'as pas été construit. J'ai manqué d'envie aussi, il y a des fois où j'ai manqué d'envie. Aujourd'hui d'ailleurs, pour pouvoir devenir ce coach qui a des combattants qui performent, par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant, c'est quoi qui te manque pour aller chercher ces victoires dans la cage même c'est une jeune team que tu as en Fighting Beast, ça commence, etc. Tu es en train de les monter, ils sont en train de progresser, Samba en est l'exemple même. Mais voilà, qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir à les faire performer et avoir ces victoires-là et des ceintures, bien entendu? Je pense qu'il faut créer cet écosystème qu'il y a autour du fighter pour qu'il puisse se sentir bien. Surtout à haut niveau, quand la pression commence à arriver, quand il y a d'autres gars, tu vois, ils ont des structures de fou. Nous, on a une salle, j'installe les tapis, j'enlève les tapis. Imagine. Une salle, on est 50 dedans alors qu'elle est faite pour 20 personnes. C'est ça déjà, c'est compliqué. Maintenant, petit à petit, voilà, ça commence à se débloquer. On a des installations qui commencent à bouger, mais ce n'est pas des salles de MMA. J'aimerais pouvoir avoir cet endroit dans lequel on peut faire du MMA tous les jours. Matin, midi, soir, grandir. M'entourer aussi de gens, parce que je ne peux pas porter tout sur mes épaules, moi tout seul. Alors, être coach, c'est ça, mais il faut savoir s'entourer aussi. J'ai pas l'expérience d'un... Alors, j'aime pas trop dissocier, faire de la lutte. Lutte pour les MMA, oui. Boxe pour les MMA, oui. Oui, adapter ce truc-là. Trouver la personne qui sait adapter la discipline, la dimension, parce qu'il y a différentes dimensions dans le MMA, le striking, la lutte et le sol.
adapter ces dimensions-là pour notre discipline. Donc trouver ça, c'est une synthèse de ce que j'aime bien faire. Je regarde et tout, je fais des propositions. Donc, pour l'instant, tout ce qui est MMA, je suis encore à charge de ça. Zubair donne les cours de grappling, Dioumé Sangaré donne les cours de JJB, et ça fonctionne pas mal. On a eu des résultats aux Europes, là. Donc, tout ça, là, ça fait partie du milieu. Voilà, si tu es un jeune combattant, quelqu'un même un loisir, tu veux arriver dans un club où il y a un peu de tout, tu as un coach de grappling, tu n'as pas un coach qui est omnipotent, qui est là pour... qui veut tout faire. Et voilà, on a du JJB, on a de la prépa physique, on a du grappling. Il y a Benoît Zubair qui donne les cours. Il y a moi, en tout cas pour le MMA. Et le dimanche, c'est un peu open mat. Donc les gens ils viennent, ils font un peu ce qu'ils veulent, tant mieux. On a une section ado, il y a Samba, Younes qui donne les cours. La section kids, Rémi, Samba et Younes qui donnent les cours pour les enfants. Paul aussi qui vient des fois en support. Donc voilà, on a une belle équipe. Voilà, on a une belle équipe, ouais. Et ça va faire que grossir. C'est-à-dire que cette année, on va avoir peut-être un peu plus de combattants pro chez toi? Bien sûr. Trop, je ne sais pas cette année, mais chez les amateurs, vous allez en voir d'autres. Vous allez en voir d'autres. D'ailleurs, tu as une date bientôt? Ouais, déjà le 3 février, il y a MMA League, donc le circuit MMA League il commence à s'étoffer. Excuse-moi, 3 février, c'est déjà passé. Pour nous, peut-être cette... Quoi, tu vas pas le monter en 2 jours cette vidéo? Non, moi je vais jamais. Je ne le monte pas, je tiens à préciser. Voilà. Et le 2 mars aussi, il y a une grosse échéance pour nous. On a un beau défi et on va essayer d'aller accrocher. MTGP? Voilà, MTGP. Section amateur maintenant. Amateur, ils font des mêmes amateurs qui proposent vraiment une belle plateforme pour les combattants amateurs. Donc le MTGP, on ne présente plus. Et on a l'opportunité d'aller là-bas, il va falloir faire quelque chose de grand. Ce sera au Bonn d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, donc à 2015. Et ouais, il t'envoie donc un tes combattants. Ouais, 3 combattants. 3 combattants amateurs. D'accord. C'est quelle catégorie de poids? 66, 57 et 70. Et donc, l'une des affiches d'ailleurs, c'est un de tes gars. C'est Yanis contre Sohel. De la qui est multi-champion en kickboxing, tout ça. D'accord. Qui est de la Hatch Academy. C'est ça. Qui performait d'ailleurs. Oui, qu'on a vu récemment. Très fort. Donc, allez-y. Et de toute façon, MTGP, il faut assister au combat d'MTGP. Peu importe, MTGP, il y a toujours de la qualité, il y a toujours des beaux combats aussi. Clairement. Boxing expérience, tu nous en parles un petit peu? Alors, boxing, expérience, évolution, c'est ma structure entre guillemets, de coaching qui va être déclinée en plusieurs choses. J'espère avoir l'occasion d'en parler plus tard. Donc, boxing, évolution, expérience. Le premier, c'est Bi. Bi, l'abeille. Si vous avez la ref. Bien sûr qu'il a la ref. Hein. T'as le... Exactement. Parce qu'il est là par hasard. Il n'y a jamais pas de hasard. Il est jamais loin. Voilà, il y a tout un concept derrière, de salle, de boxe et tout qui vont... Ok, donc c'est encore en évolution. Ouais, okay. Toujours. Bon, tu reviens à la bagarre pour nous en parler alors. La bagarre, bien sûr. Dernière chose là, bagarre-vie. Bagarre-vie. On en est où là? Bagarre-vie. On teste Bagarre-vie Paris. Okay. Bagarre-vie, on travaille là-dessus avec mon cousin Mika. Et voilà, ça va arriver. Il y a des suites, des casquettes, je sais pas si on voit bien. Yes. Il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que Bagarre-vie, c'est pas juste mettre des gants, mettre des protèges tibias, mettre un protège dans le battre. Pour arriver là où on est arrivé, il a fallu se battre. Personne n'est venu me disant tiens, voilà les clés d'un salon. Tiens, voilà les clés de la salle pour donner ton cours. Tiens, voilà l'accès à cette cage pour que tu ailles te battre. Non, il y a beaucoup de choses. Il faut se battre en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut se battre. Se battre, c'est se battre à l'école, se battre au travail pour évoluer, se battre au sport pour pareil, s'améliorer, progresser. Se battre même pour percer dans les médias. Hein, on a un petit média bagarre. Il faut se battre. Personne ne va aller vous faire des vues gratos. Il faut vous proposer. Ça résume un peu ça en fait. Je pense que c'est bien résumé. Ouais, très bonne. Dernière question. À quoi tu rêvais quand tu étais petit? Je ne saurais pas te dire. Tu sais pas? Rester avec ma famille jusqu'à la fin des temps. C'est beau ça. Ouais. pouvoir vivre ça tout le temps en fait. Tout le temps. Et
C'est ouais, je pense que c'est lié à ça, la famille, l'histoire familiale. Et, en tout cas, je me rappelle d'un moment où je crois que j'ai été le plus heureux de toute ma vie. Et je pense pas que j'ai été. Alors si la naissance de mes filles, tout ça, c'était quelque chose, mais à un moment, l'enfant en moi, c'était en 91, Dune du Pilat, des vagues qui font tomber ma mère à la plage. Ouais. Ça, c'est Moment inoubliable. ça, c'est tout bien. Je n'oublierai jamais ça. Et si je pouvais vivre ce moment-là, passer du temps à la mer avec mes parents, manger une mangue comme ça sur les plages, sur la plage, encore mieux en Afrique, en Guinée, ça, c'est quelque chose qui me ferait kiffer.